Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau mardi de la grille dédié ce matin au Sénégal. Merci beaucoup à Malik. Malik Gay, qui est l'un de nos prestataires agréés depuis de nombreuses années déjà, prestataire agréé sur le Sénégal. Bonjour Malik et bienvenue. Bonjour Karen, merci. Merci à tous d'être là. Et Merci beaucoup. Malik est aussi partenaire du SPACE. Comme l'an passé, tous ces mardis de la grille que l'on vous propose tout au long de l'année, on les organise en partenariat avec le SPACE. Donc, merci aussi au SPACE de nous faire confiance à nouveau pour ces rendez-vous réguliers que l'on vous propose, donc pour vous dresser des panoramas sur l'agriculture et l'élevage et l'aquaculture sur différentes zones géographiques ou sur différents pays. Je vois que Thomas est avec nous. Donc, bonjour Thomas et merci pour la confiance du SPACE et ce partenariat historique avec BCI. Donc, ce matin, comme je l'ai exprimé à l'instant, donc l'objectif de ce mardi de la grille, hein, c'est de vous dresser un panorama général sur les données clés de l'agriculture, de l'élevage au Sénégal. Donc, Malik va nous expliquer tout ça ce matin au travers des différentes diapos qu'il a préparées pour nous. On fera des focus sur les différents types d'élevage, sur l'aquaculture, sur les différentes réglementations qu'il faut avoir en tête. Et puis Malik nous donnera aussi quelques tips sur la manière de bien faire des affaires au Sénégal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel donc sur le déroulé de ce webinaire. Comme d'habitude, c'est un moment privilégié qui est le vôtre, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions à Malik et n'hésitez pas aussi à intervenir pour poser vos questions à Monsieur Gann qui est avec nous. Alors la caméra n'est pas ouverte, je crois, de Monsieur Gann. On ne voit pas votre visage, mais vous voyez la petite photo, le petit picto à côté de Malik. Donc, on a la chance d'avoir Monsieur Gann avec nous ce matin. Malik l'a sollicité. Il est président de la coopérative fédérative des acteurs de l'horticulture à Dakar. Et les qualifications principales, si je puis dire, de Monsieur Gann, c'est d'être économiste, spécialiste en management du développement et du commerce international, entre autres. Enfin, il se présentera, s'il le souhaite, tout à l'heure. Il est à notre disposition et je le remercie encore beaucoup pour répondre à vos questions et puis pour intervenir ponctuellement, rebondir sur des points que Malik va évoquer ce matin, donc pour partager avec nous son expertise, lui aussi. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Monsieur Gann. Oui, bonjour tout le monde et merci aussi à vous. Avec, Voilà, avec grand plaisir. merci. Donc, Merci beaucoup. n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je m'adresse aux participants. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas des questions au fur et à mesure du discours de Malik. On n'attendra pas forcément la fin pour un temps de questions-réponses. Si c'est nécessaire, on le fera bien évidemment. Mais voilà, posez vos questions au fur et à mesure et on y répondra en direct. À chaque fois que cela sera nécessaire, vous pouvez activer vos micros, poser vos questions par écrit. Comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo qui vous présente les différents services de BCI. Ça dure 4 minutes 41 précisément. Je vous remercie par avance pour votre attention. À tout à l'heure.
se passe-t-il? Je suis navrée, il y a un problème de connexion, visiblement. Désolée. Écoutez, je ne comprends pas, c'est la première fois que ça arrive. Ça doit être comme ça. Bon. On va peut-être insister du coup. Je pense surtout que je vais zapper la vidéo Oui, et je mettrai les slides dans la présentation. Navré pour cet aléa du direct qui n'arrive jamais. Non, mais c'est pas grave. On va passer, on va pas perdre de temps. Non, on passe. Ouais. Bon, de toute façon, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà BCI. Bon, navré pour ce contretemps. Je vais m'attarder du coup sur cette prochaine diapo qui vous parle, comme vous le voyez, de l'Open de l'International. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez d'ores et déjà noter le lundi 4 juillet dans votre agenda. On fêtera les 10 ans de l'Open de l'International. On vous réserve quelques surprises pour ce 10e anniversaire. On a l'habitude de dire que l'Open, c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée, l'occasion de rencontrer beaucoup de nos prestataires agréés à l'étranger qui font le déplacement spécialement pour vous rencontrer et échanger avec vous, notamment lors de rendez-vous B2B. Donc, notez cette belle journée du lundi 4 juillet. Ça se déroulera à Saint-Brieuc. Vous recevrez l'invitation pour vous y inscrire le moment venu, mais bloquez déjà vos agendas pour ce rendez-vous qui est devenu incontournable en Bretagne pour vous, entreprise bretonne. On va donc rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse. Bon, là, j'ai remis dans le sommaire les différents points que Malik va aborder pour vous ce matin. J'en ai parlé tout à l'heure en préambule, donc je ne vais pas perdre de temps à vous relister tous ces différents points que nous allons voir ce matin. Malik, je te laisse la parole. Je vais passer. Tu me dis quand il faut passer à la diapo suivante. Ouais, parce qu'en fait, au niveau de mon diapo, je suis toujours sur l'Open international, donc tu peux passer. Tu es sur quoi, pardon? L'Open de l'international. Ah bah non, normalement, on est sur la... Isabelle, tu vois aussi... Là, je suis sur le panorama général, la première diapo. Et donc, Malik, normalement, tu dois être sur le premier point, sur la présentation générale du pays. Non, malheureusement, mais bon, alors, je suis sur l'Open, c'est bizarre. Est-ce que tu alors, peux... prends la main dans ces cas-là en haut sur le mode présentateur. Tu dois pouvoir prendre la main, Malik, si tu veux passer toi-même les diapos. Ah d'accord, très bien. Ah, c'est bon, là, j'ai plus la main en fait. Donc en fait, effectivement, je suis sur les diapos présentation générale du pays. Super. Alors, le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest, donc il est situé vraiment à l'ouest de l'Afrique, entre la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, et puis l'océan Atlantique. La capitale du Sénégal, c'est Dakar. Donc, en fait, le Sénégal a une superficie de 196 722 km², 17 millions d'habitants. C'est un pays laïque où, en fait, nous avons 94% de musulmans, 5% de catholiques et 1% d'animistes. La langue officielle, pour dire la langue de l'administration, c'est le français. Juste une parenthèse, parce qu'en fait, le Sénégal a été colonisé par la France. Donc, du coup, notre langue d'administration est le français. On a plusieurs dialectes parlés. Donc, en fait, le Wolof est l'un des dialectes les plus parlés au Sénégal. Passez, le carré, il y a pour deux.
Alors, là, je vous fais une présentation générale du pays. Ce qu'il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui, dans les activités économiques, l'agriculture occupe presque 60% de l'activité économique, en fait. Comme j'ai eu à vous le dire, le Sénégal est à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest. Il est caractérisé par un climat tropical. On distingue deux saisons. On a une saison sèche qui part de novembre au mois de juin et une saison des pluies qui part de juillet en octobre, en fait. Le Sénégal est très riche en terres arables. Nous avons 349 000 hectares de terres agricoles où en fait on a du soleil, on a de l'eau, où en fait tout peut pousser au Sénégal. Notre avantage, c'est qu'en fait, on est dans un pays où en fait on a de l'eau, on a une terre riche et puis on a du soleil. En général, quand ces trois facteurs-là nous donnent l'avantage de pouvoir effectivement exploiter à outrance l'agriculture, en fait. Alors, on a noté depuis quelques années une tendance qui est en train de se dessiner dans l'agriculture sénégalaise. C'est en fait le secteur horticole qui est en train de prendre vraiment un développement remarquable. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers cette activité-là, nous avons plusieurs spéculations. Aujourd'hui, des entrepreneurs sénégalais vont exporter dans les pays riches. Et donc, aujourd'hui, le Sénégal, l'État sénégalais, a mis en place des dispositifs pour pouvoir effectivement développer ce secteur horticole. Si vous voyez, en fait, en 2020, le pays a enregistré une production horticole de 1 519 784 tonnes. Bon. Et vous avez un tableau sur les spéculations qui sont déjà réalisées actuellement sur le Sénégal. Le tableau montre bien les différentes spéculations que nous faisons, soit en culture locale ou en culture à l'export, en fait. Et ce qui nous donne vraiment un positionnement très, très intéressant, en tout cas, par rapport à d'autres pays africains. Merci, Karen Diapo. Alors, là, je vous ai fait une zoom vraiment très light sur l'agriculture. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, le secteur agricole regroupe 50% de la population active. Sa contribution au PIB est à hauteur de 17%, c'est les chiffres de 2017, et cette tendance augmente d'année en année, en fait. 90% de l'activité agricole est nationale, est faite par les exploitations familiales. Pourquoi les exploitations familiales? Vous savez, il y a 20 ans derrière, l'agriculture était considérée vraiment comme une activité vivrière. Et ce qui fait qu'en fait, les gens qui le faisaient uniquement pour pouvoir vivre. Mais aujourd'hui, elle est devenue une vraie activité économique où en fait, des entreprises sénégalaises, des entreprises étrangères s'activent vraiment pour en faire de vraies industries. Et donc, ce qui explique un tout petit peu tous les engagements, je vais sortir un peu du Sénégal, à tous les engagements que les pays africains ont pris pour vraiment booster cette activité-là. Alors, le facteur, c'est qu'en fait, la population africaine est en train de doubler. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire besoin de se nourrir. Et donc, du coup, nos pays ont compris qu'en fait, il n'y a qu'à travers l'agriculture qu'on peut répondre à ce besoin-là et puis éventuellement, c'est une activité qui est promoteur d'emploi. Et dans les pays africains, nous avons 60% de la population qui sont jeunes. Il faut effectivement encadrer, former et puis leur trouver des débouchés. Et ce qui est l'agriculture aujourd'hui, et ce secteur-là qui peut effectivement absorber ces jeunes-là pour répondre vraiment à l'autosuffisance alimentaire de nos États. Diapo. Alors, comme vous le savez, on a fait une échelle aussi pour expliquer un peu l'impact de la COVID sur l'agriculture. L'impact a été ressenti vraiment dans les campagnes et puis éventuellement dans les villes. Alors, pendant la COVID, il y a eu des restrictions que nos États ont prises et qui malheureusement ont freiné le développement des activités économiques en général.
au niveau de l'agriculture, l'impact s'est plus senti au niveau des pertes des récoltes. Malheureusement, on a perdu énormément de récoltes pendant la période du Covid. Faute de quoi? Faute malheureusement de magasins de stockage. En fait, comme je dis, on est vraiment, l'agriculture est en train de se développer. Donc, il y a des manquements, en fait, qu'il faut combler, notamment en termes de stockage. Et en fait, le producteur sénégalais, en général, quand il produit, sa production est vendue tout de suite. Donc, du coup, on n'a pas eu mettre en place vraiment tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir produire, stocker, calibrer et mettre en marché. Ça, c'est les freins qui, malheureusement, aujourd'hui, le Sénégal traîne encore. Donc, en fait, dû à ce fait-là, le fait qu'il n'y ait effectivement pas de magasins de stockage, on a eu à perdre énormément de production agricole. Il y a eu aussi une rupture de la chaîne de distribution agricole qui, malheureusement, découle aussi de cette situation-là, en fait. Alors, au niveau du monde rural, il y a eu aussi une rupture vraiment des stocks parce que le confinement a fait qu'en fait, les gens ne pouvaient plus se déplacer. Il n'y avait pas de communication entre régions. Donc, ce qui fait qu'en fait, tous ces facteurs-là combinés font qu'en fait, nos producteurs ont eu énormément de difficultés. Alors, il y a eu aussi pour effectivement des intrants qui nous venaient de l'étranger, compte tenu de la situation très compliquée de la COVID, on n'a pas eu les entrants nécessaires pour pouvoir effectivement booster notre agriculture. Autre fait marquant, c'est l'inflation des denrées alimentaires. Le Sénégal importe pratiquement 60% vraiment de sa consommation. Et donc, quand en fait la pandémie s'est installée, malheureusement les frontières étaient fermées. Donc, du coup, nos denrées de nécessité, on ne pouvait pas les importer, ce qui nous a mis dans une situation d'inflation des prix des denrées alimentaires. D'accord. Alors, je vous ai fait aussi une zoom de la segmentation pour un peu vous expliquer comment aujourd'hui est structuré le secteur agricole. On a en Afrique, pour la plupart, des fermes conventionnelles et des fermes familiales. Alors, on a plus de fermes familiales concentrées dans les campagnes, d'accord, et puis des fermes conventionnelles. Quand je parle de fermes conventionnelles, c'est des fermes aujourd'hui qui sont automatisées avec tous les dispositifs de matériel qu'il faut pour effectivement aller vraiment dans l'industrie agroalimentaire. Alors, les fermes familiales sont beaucoup plus nombreuses. Pourquoi? Pour la simple raison, en fait, comme je l'ai dit tantôt, l'agriculture était considérée en Afrique comme juste une activité vivrière. Mais aujourd'hui, c'est devenu une vraie industrie. On voit de plus en plus arriver dans le secteur agricole de vrais industriels. Je peux vous en citer un qui est très bien connu, que ce soit au niveau du monde d'élevage, que ce soit au niveau agricole. C'est M. Babacar Ngom, le président de la Cédiment, qui aujourd'hui exploite plus de 300 hectares au Sénégal. Pourquoi, en fait, ce revirement? C'est parce que tout simplement, il a compris qu'il fallait effectivement industrialiser l'agriculture, mettre les moyens qu'il fallait pour effectivement pouvoir faire face à notre autosuffisance alimentaire. On retrouve ces fermes-là depuis la région des Niayes, c'est-à-dire de Dakar, jusqu'à Saint-Louis. Donc, en fait, cette partie du Sénégal, on va retrouver vraiment des fermes, de grandes fermes conventionnelles, comme en Europe, et qui aujourd'hui font des productions extraordinaires. Et je peux aussi citer chez les Indiens, une société sénégalaise, dont l'actionnariat est composé pour la plupart des Indiens, qui depuis plus de 15 ans sont au Sénégal et font de la culture de pommes de terre. Cette culture de pommes de terre est dédiée et au marché local et au marché à l'export. C'est pour juste dire qu'en fait, de plus en plus, l'activité agricole devient un vrai business pour les Sénégalais, pour les producteurs. Tu peux redonner le nom de l'entreprise, s'il te plaît, Malik, parce que le son a été mauvais. On n'a pas compris tous, je pense, le nom de l'entreprise. C'est le India.
Sone India. Sene India, oui. Donc, c'est une entreprise sénégalaise, hein, mais à actionnariat indien. D'accord. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, hein, ils ne sont pas les seuls aujourd'hui à s'activer dans le secteur agricole, hein, parce qu'aussi, on a les grands domaines du Sénégal, aussi GDS, qui effectivement appartient à des Français qui sont au Sénégal depuis plus de 30 ans, en fait, et qui sont vraiment dans l'activité industrielle, en fait. Donc, c'est ces deux types de femmes qu'on a. Alors, on commence à avoir des femmes bio. On commence à avoir des femmes bio. Je pense que tonton Cher pourra effectivement intervenir sur cet aspect-là, parce qu'on a aujourd'hui une structure qui accompagne des producteurs sénégalais à faire du bio. Le bio est uniquement destiné à l'export. J'ai eu à rencontrer un producteur qui faisait que de l'oignon, mais l'oignon bio était destiné à l'Angleterre. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a réellement une opportunité pour que ce soit les Sénégalais, que ce soit les étrangers, à vraiment s'adonner à cette activité agricole qui vraiment est en train de prendre un développement très, très, très intéressant, en fait. Je ne sais pas si tonton Gagne peut intervenir sur la partie bio. Monsieur Gann, vous êtes avec nous? A coupé son micro. Oui, c'est bon, on vous entend. Je suis là, oui. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur les propos de Malik et puis parler de la segmentation bio et agriculture, horticulture traditionnelle? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il a bien introduit le sujet. Donc, c'est vrai, il y a une dynamique assez intéressante de développement, surtout sur l'horticulture. Mais nous sommes encore gros importateurs de tous les produits pratiquement. Et donc, surtout quand les cultures de grande consommation, comme on dit, l'oignon. Ah, on ne vous entend plus. Oui, je disais donc pour les cultures de grande consommation, c'est l'oignon, c'est la pomme de terre. Nous en importons encore beaucoup, au moins 7 mois dans l'année pour la pomme de terre et au minimum 5 mois dans l'année pour les oignons. Donc ça, c'est l'importation. Et c'est de gros chiffres parce que sur la pomme de terre et sur l'oignon, c'est en moyenne des consommations de 20 à 30 000 tonnes par mois, les besoins du Sénégal. Et donc, c'est assez important. Et je pense, comme il l'a dit, c'est beaucoup d'importations. Et c'est valable aussi pour l'aviculture qui s'est beaucoup améliorée, développée. Mais aujourd'hui, elle est tributaire de l'importation de sa matière première pour l'alimentation, c'est le maïs. Nous importons plus de 150 000 tonnes de maïs chaque année. Et pour faire l'aliment de bétail, l'aliment de volaille. Donc ça aussi, c'est très important. Sur le pain que nous consommons au quotidien beaucoup, nous importons toute la farine. Aucun kilogramme de blé n'est produit au Sénégal. C'est impressionnant. Donc, vous voyez un peu toutes les potentialités qu'il y a déjà, rien que sur ces grands axes-là. Sur le maïs, c'est important. Et je pense que c'est une grosse opportunité. Et le bio commence à bien se développer, mais c'est encore pour moi très timide. Et je le dis désormais dans toutes nos rencontres. Je dis aux gens que nous sommes en train encore de rater le train de cette reconversion dans le monde de l'agriculture vers l'agriculture biologique. Nous sommes encore trop dans l'agriculture conventionnelle. Et je pense que c'est un écart qui risque de nous coûter cher dans les prochaines décennies. Si on ne rectifie pas cela, ça veut dire qu'il y a un besoin énorme de modernisation de l'agriculture, mais de nous adapter aussi au contexte mondial, parce qu'un jour, la population va se réveiller et va réclamer certainement plus de production bio, parce qu'il aura l'information de par le monde.
Donc voilà, donc je pense que c'est ça des enjeux aussi sur lesquels nous devons, on est trop tributaire de l'agriculture pluviale pour les grandes cultures, et c'est aussi assez risqué parce qu'aujourd'hui on dit que il n'y a pas plus que 4%, tenez-vous bien, 4% de l'eau disponible pour l'agriculture est utilisée. 4%. C'est impressionnant. Et c'est 40% maximum des terres arables qui sont aujourd'hui cultivées au Sénégal. Voilà le potentiel qui est là. Voilà, je pense que c'est en complément un peu de l'introduction de Mali. Merci beaucoup, Monsieur Gann. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on passe au point suivant sur l'agritech? N'hésitez pas hein, à poser vos questions ou à partager vos expériences d'ailleurs. J'avais une question pour Monsieur Gann. Pensez-vous, monsieur, que des nouvelles techniques d'irrigation seraient nécessaires ou comment voyez-vous justement le développement des cultures comme ça, horticoles, maraîchères, par rapport à la ressource que vous avez en eau? Enfin, qu'est-ce que vous souhaiteriez Je n'ai pas bien compris. améliorer? Allô? Tu peux Oui, répète ta question, Isabelle. Je pense que Monsieur Gann n'a pas saisi. Oui. Alors oui, ce que je voulais savoir par rapport à vos derniers propos, est-ce que par exemple des nouveaux systèmes d'irrigation ou des nouvelles techniques pour améliorer encore la qualité des terres, la fertilisation des terres serait envisageable? Comment vous voyez justement, parce que là, il y a 40% des terres arables qui sont cultivées. Comment voyez-vous justement le développement des filières Oui, voilà. Oui, je pense que ça, Malik l'a bien évoqué en disant que plus de 60% peut-être de l'agriculture, et à 80% même, 80% de l'agriculture ou même plus, c'est l'agriculture familiale, de type familial. Et c'est quand tu parles de l'agriculture de type familial, c'est aussi l'agriculture qui se fait sous pluie, donc qui n'a pas de système moderne d'irrigation. Et c'est là le challenge, et c'est là où il y a une marge essentielle de progression et d'opportunité d'investissement. C'est vrai qu'il y a une agriculture irriguée, moderne, un peu comme il a montré, mais c'est encore très, très loin de balancer la situation. Donc, c'est ça aussi l'opportunité. Nous avons de grosses entreprises. Il a cité Sénékindia. C'est vrai, Sénékindia, son arrivée au Sénégal a permis de reprendre, en tout cas, la production de pommes de terre à côté des petits producteurs et de certains vergers. Il est leader dans la production de pommes de terre. Mais n'empêche, aujourd'hui, il y a encore le petit paysanat qui est là, mais qui n'utilise pas beaucoup les moyens modernes d'irrigation pour avoir les rendements qu'il faut. Et ce qui fait que malgré cette présence, nous importons encore pendant 7 mois de la pomme de terre. Et je pense que c'est là où il y a un besoin et une progression qui est là, des opportunités qui sont là. Et je vais vous dire, cette pomme de terre, même avec Sénékindia, le Sénégal importe plus de 25 000 tonnes de plants de pommes de terre chaque année. 25 000 à 30 000 tonnes de plants de pommes de terre chaque année. Ça coûte l'équivalent de plusieurs milliards d'euros, millions d'euros. En tout cas, c'est l'équivalent de presque 15 milliards de francs CFA sur notre balance commerciale. Donc, ça veut dire que c'est aussi là une grosse opportunité. Nous sommes tombés à zéro production de semences de pommes de terre au Sénégal. Et c'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut passer au point suivant, Malik, tu es prêt? Oui, je suis prêt, oui. Allô? Oui.
Alors, donc, en fait, oui, donc, juste pour compléter ton cher, hein, avant de rebondir sur le réseau agri, hein, qui concerne toujours le secteur agricole, la question d'Isabelle, elle est pertinente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a en face des entreprises bretonnes qui peut-être pensent à effectivement venir travailler au Sénégal. Donc, uniquement dans le secteur du matériel agricole aujourd'hui, il y a un potentiel. Tout le matériel d'irrigation, de pompage, les semences, les intrants, il y a un vrai besoin. Donc, j'invite vraiment les entreprises bretonnes à regarder ce qui est en train de se passer vraiment au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général. Alors, sur la partie agritech, aujourd'hui, on commence effectivement à utiliser les technologies pour vraiment développer le secteur agricole. On a même l'utilisation dans certaines fermes de l'État, aujourd'hui, des aéronefs, des drones, et qui permet effectivement de recueillir les informations à temps. On les retrouve aussi dans certaines fermes particulières. Et d'autres initiatives aussi sont en train de se mettre en place sur tout ce qui est plateforme de e-commerce. Alors, le producteur s'est rendu compte, le producteur sénégalais, quand il produit, il va stocker, il va vendre lui-même, il va faire son mise en marché. Et malheureusement, nous avons chez nous ce qu'on appelle les intermédiaires, qu'on appelle Bana, qui malheureusement aujourd'hui profitent de la production pour effectivement gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'en fait la production sort plus ou moins de nos champs, ce dernier arrive, négocie la production, d'accord, il va aller le mettre effectivement, le vendre sur le marché. Et le producteur s'est rendu compte qu'en fait, cet intermédiaire va gagner 4 fois ou 5 fois, même 10 fois plus que lui. Alors, ils se sont mis ensemble pour dire, aujourd'hui, c'est nous qui allons vraiment mettre en marche notre production à travers effectivement des plateformes de e-commerce et puis éventuellement d'autres initiatives aussi où en fait ils vont mutualiser leur force pour effectivement soit acheter ensemble et vendre ensemble en fait. On a la naissance par exemple d'une plateforme qui s'appelle Tolbi. Tolbi, c'est le champ qui aujourd'hui permet aux producteurs à temps réel d'avoir par exemple toutes les informations liées à l'irrigation, à la santé de ces plantes, les apports en engrais et tout. Donc en fait, c'est des plateformes par exemple de suivi de la production. Alors, il y a d'autres plateformes aussi qui sont nées via aujourd'hui le développement aujourd'hui de l'agriculture dans nos pays, qui aujourd'hui mettent ensemble les producteurs pour effectivement les allouer des financements en début de campagne pour financer leur production. C'est des initiatives qui émanent déjà de la réflexion des producteurs eux-mêmes, qui se sont dit, écoutez, nous aujourd'hui, on ne veut plus d'intermédiaires parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est les intermédiaires qui faisaient plus effectivement le chiffre dans leur production. Donc, des initiatives comme ça commencent à naître. Alors, d'où l'intérêt aujourd'hui d'être en partenariat avec un pays comme la Bretagne. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Bretagne, vous voyez qu'en fait, il y a de belles initiatives d'organisation, en tout cas professionnelle, où les gens se mettent ensemble pour effectivement travailler vendre le produit agricole. J'ai fait il y a 7 ans avec Tonton Songa, pour effectivement s'inscrire de ces Est-ce que tu peux, Malik, bien parler devant ton micro parce que souvent on ne t'entend plus, s'il te plaît. Excusez-moi, désolé. Donc, je disais qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des initiatives qui sont en train d'être prises par les producteurs pour vraiment développer leur activité. Donc, toute la partie agritech aujourd'hui commence à prendre effectivement des effets vraiment positifs chez nous. Les producteurs ont compris qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour répondre aux besoins de leur agriculture. Et je disais aussi, j'ai fait juste un ricochet en disant qu'en fait, la Bretagne est un exemple aujourd'hui pour ces producteurs-là,
de pouvoir développer leur activité. Pourquoi? Parce que on a fait la Bretagne avec Tonton Gagne en venant avec des producteurs pour voir comment ils se sont organisés au niveau du cadran pour arriver à gérer leur production. L'exemple qu'on a eu chez eux, c'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui au Sénégal. Le producteur sénégalais fait tout. Il va produire, il va mettre en marché, et en fait, finalement, on se rend compte qu'en fait, ils produisent au même moment, ils vendent au même moment, et ils n'ont pas le prix qu'il faut, et ce n'est pas organisé. Alors, quand on a fait ce constat-là, nous nous sommes dit, mais comment les coopératives ou les interprofessions se sont organisées dans les pays développés pour répondre à ce type de problématiques. C'est là où, en fait, on a initié, il y a quelques années derrière, un déplacement en Bretagne pour voir ce qui se faisait au niveau du cadran. Et on s'en est inspiré, et les associations de production, de producteurs commencent vraiment à mettre ce type d'organisation-là ici. D'où effectivement la plateforme Tolbi pour gérer tout ce qui est aspect technique. Et cette plateforme BCDO, qui en fait est une plateforme qui préfinance aujourd'hui les producteurs, et puis pour les accompagner à démarrer leur activité, parce qu'en fait, on n'a pas réellement de banque pour effectivement financer l'agriculture. Pourquoi on n'a pas de banque pour financer l'agriculture? Parce que tout simplement, ils considèrent qu'en fait, c'est une activité à risque. Et malheureusement, les producteurs vivent ces problématiques-là et commencent vraiment à s'organiser pour y répondre, en fait. Donc, tonton Cheikh est bien placé quand même pour en parler, parce qu'aujourd'hui, il porte un projet vraiment qui est pratiquement similaire de ce qui s'est fait en Bretagne au niveau du cadran. Je pense qu'il pourra en dire deux mots. Allô? Allô, allô? Oui, on t'entend, Malik. Oui, on t'entend bien, Malik. Merci pour cette partie. On peut passer au point suivant, peut-être? Oui, l'impact du Covid sur l'élevage et l'aquaculture. À moins qu'il y ait des questions, pardon, excuse-moi, je te coupe, Malik, mais s'il y a des questions, encore une fois, hein, côté participants, n'hésitez pas, avant que l'on passe à la partie élevage aquaculture. C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? On peut poursuivre? Alors, vas-y, Malik. Alors, l'impact Covid sur l'élevage et l'aquaculture, hein, effectivement, on a eu les mêmes effets hein, au niveau agricole, d'élevage quand même. Vous savez, une bonne partie de notre cheptel provient des pays limitrophes, le Mali et le Niger. En fait, tout ce qui est embauche bovine provient de ces pays-là. Donc, pendant la Covid, malheureusement, avec la fermeture des frontières, on n'a pas pu s'approvisionner vraiment en bétail. Alors, le Sénégal importe dans ces pays-là à peu près 300 000 têtes de vaches. Et c'est ce qui est énorme. Donc, c'est pour dire qu'en fait, même au niveau de l'élevage, comme l'a dit tonton Cheikh, il y a encore des efforts à faire pour vraiment combler le gap. Pareil pour les intrants. Je pense qu'on a eu à l'évoquer aussi dans le secteur agricole. Hein. Tous les intrants nous proviennent aussi des pays étrangers. Tout ce qui est vaccin, produits d'hygiène, prémix. Tonton Cheikh a évoqué tout à l'heure le maïs. Effectivement, on était en rupture de maïs pendant la période de Covid parce que tout simplement, on n'avait pas les importations. Ce qui s'est forcément répercuté dans la production des œufs, des poulets, du porc et du viande. Donc, alors, conséquence directe, il y a eu effectivement une baisse des revenus des producteurs et des éleveurs. On a même eu la fermeture de certaines fermes, faute effectivement de revenus et éventuellement de matières premières, en fait. Yapo. Allô? Allô, allô? Oui, je t'entends, Malik. On t'entend bien. Oui. Je n'arrive plus à passer.
la diapo. Quelqu'un m'avait pris le contrôle. Voilà. Ah. Alors, on est sur le zoom bovin en fait. J'en parlais tout à l'heure. Le Sénégal importe pratiquement plus de 300 000 en provenance plus ou moins du Mali et du Niger. Donc, ça veut dire quoi? On a vraiment un gap à rattraper là-dessus. Vous voyez un petit peu les chiffres indicatifs sur le nombre de cheptels. Aujourd'hui, le cheptel bovin représente 3 658 000 en 2020. Ce qui n'est pas énorme par rapport à notre besoin de consommation, en fait. Et il y a des initiatives qui sont en train de se mettre en place pour vraiment faire face à cette situation. 62% des produits laitiers consommés au Sénégal sont issus de l'importation. C'est ce que M. Changan disait tout à l'heure, parce qu'en fait, le Sénégal est tellement tributaire des importations qu'en fait, on a du mal aujourd'hui à combler notre gap. Il faut aussi comprendre qu'en fait, 63% de la viande rouge au Sénégal est bovine. Donc, cela veut dire quoi? On a vraiment un besoin d'embauche bovine dans nos pays. Alors, un essor de développement est en train de se mettre en place, surtout dans le domaine des vaches laitières. Aujourd'hui, l'État sénégalais accompagne les producteurs, effectivement, au niveau plus ou moins de l'inspiration artificielle, et sur aussi l'importation des vaches laitières. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos vaches locales produisent à peu près 2 à 5 litres par jour, où en fait, on a les vaches étrangères qui aujourd'hui sont à peu près à 40 litres. Et donc, ce gap-là, il faut effectivement, qu'on essaie de l'améliorer en important des vaches exotiques et qui nous permettent effectivement de gérer notre production. Parce qu'en fait, l'élevage laitier est très timide aujourd'hui au niveau de nos pays. Il y a quelques initiatives qui sont en train de se mettre en place, malgré la volonté de l'État de vraiment booster ce secteur-là. Et il souffre aussi d'énormes difficultés. Les difficultés sont souvent liées aujourd'hui à la production laitière. Nos vaches produisent plus pendant la période hivernale, parce qu'effectivement, il y a assez de fourrage pour leur permettre d'augmenter leur production. Mais malheureusement, pendant cette période-là, compte tenu de faute de n'avoir pas de stockage dédié pour effectivement stocker ce lait-là est en déperdition. On perd pratiquement plus de 60% de la production pendant la période hivernale. L'État est en train de corriger ça, malgré aujourd'hui une bonne volonté des producteurs d'augmenter leur consommation. Le problème demeure toujours. Donc, c'est pour dire, en fait, au niveau aujourd'hui du secteur il y a énormément de choses à faire. Si, en fait, on compare le Sénégal aux autres pays africains, nous, on a quand même un secteur bovin qui est vraiment beaucoup plus en avant que les autres pays. On a une filière laitière qui est en train de se mettre en place, qui se professionnalise par rapport à d'autres pays. Donc, en fait, malgré cela, les importations, quand même, nous continuons à les faire et ça pèse énormément dans notre balance. En fait. Diapo. Alors, on ne peut pas ne pas parler du porc, même si le Sénégal est aujourd'hui à majorité musulmane. L'élevage du porc se pratique aussi dans notre pays. Il est assez timide. On va parler plus de porcerie traditionnelle que vraiment de ferme moderne. Il y a énormément de demandes de porc au Sénégal, malgré effectivement sa population à majorité musulmane. Le sud du pays, la Casamance, est une zone peuplée de catholiques et d'animistes. Et cette zone est frontalière de la Guinée-Bissau,
qui est aussi aujourd'hui un pays à majorité chrétienne et catholique. Donc, ces deux zones sont demandeurs vraiment de porc. Alors, pendant les fêtes religieuses, il manque même aujourd'hui de viande de porc au Sénégal. L'État a compris et aujourd'hui il accompagne les producteurs à mettre en place des porceries modernes avec vraiment des races importées pour vraiment développer cette filière. C'est vrai, il y a quelques manquements toujours, hein, comme dans tous les secteurs d'activité agricole, il y a toujours des manquements, mais l'État est en train de prendre des initiatives pour vraiment développer le porc au Sénégal. C'est très demandé, surtout à l'export. Je parlais tout à l'heure de la Guinée-Bissau. Hein, les Guinéens viennent au Sénégal pour effectivement chercher du porc. Alors, en termes d'hygiène et d'accompagnement, il y a des choses à faire. Parce qu'effectivement, souvent, que ce soit nos porcs locaux ou importés, souvent, ils ont des problèmes de santé animale. Donc, il y a vraiment un accompagnement à faire là-dessus, au niveau de la formation du personnel. Et c'est pour dire qu'en fait, ce secteur-là est aussi en croissance, comme dans tous les secteurs d'activité. Les trois secteurs cités, que sont le porc, le porc et puis le bovin, en fait, il y a tous les ans une augmentation de plus de 3% de croissance dans ces différents secteurs. Diapo. Alors, le zoom avicole. Alors, le zoom avicole. L'aviculture est vraiment la filière la plus organisée et la plus dynamique au Sénégal. Ceci découle vraiment de la volonté de l'État de structurer et d'accompagner cette filière. L'État a mis en place un cadre qui permet aux producteurs avicoles de pouvoir faire leur métier et de le développer pendant des années, en fermant les frontières. L'importation du poulet et les œufs de table sont interdits au Sénégal. C'est comme ça que l'État est arrivé à accompagner les producteurs pour vraiment mettre en place une vraie filière. En plus de ça, l'État a accompagné les producteurs à mettre une interprofession. L'interprofession des professionnels agricoles du Sénégal qui est l'IPAS. Cette interprofession est la première expérience, en tout cas, d'organisation des professionnels au niveau du Sénégal. D'ailleurs, l'État est en train de le dupliquer au niveau plus ou moins du secteur bovin et du secteur porcin, parce qu'en fait, ça a été une vraie réussite. Si vous regardez les tableaux, il y a la production de poussins est pratiquement à 100% locale. De même que la production avicole. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État a eu à prendre des mesures. Donc, ces mêmes mesures-là, compte tenu effectivement des réussites qu'il y a eu au niveau avicole, l'État est en train aussi de mettre les mêmes mesures au niveau de l'agriculture. Parce que M. Ngan a parlé tout à l'heure de l'importation, effectivement, de l'oignon et de la pomme de terre. Mais il y a des périodes où, en fait, quand l'oignon ou la pomme de terre locale arrive à terme, l'État suspend les importations. C'est pour permettre aux producteurs de pouvoir effectivement écouler leur production. Et donc, en fait, c'est ces exemples-là, ces modèles-là que l'État est en train de dupliquer un peu partout dans les autres secteurs pour pouvoir effectivement organiser ces filières. Alors, pour revenir à la filière avicole, aujourd'hui, nous avons des champions dans la filière avicole. Et des champions vraiment en Afrique de l'Ouest. Je vais encore le citer, M. Gomme de la Sédiment, qui est parti de rien, de 50%, et qui en a fait aujourd'hui des millions et des millions. C'est parce que tout simplement, l'État avait compris qu'il fallait effectivement accompagner, mettre l'accent dans ce secteur-là pour arriver à structurer la filière. Alors, autre chose qui, effectivement, est un manque pour nous, on importe les OAC.
Les OAC, on les importe à partir effectivement de l'Europe, de la Hollande. Donc, en fait, il faut aujourd'hui, cette question de la génétique, qu'on puisse aujourd'hui la régler localement pour qu'en plus qu'il n'y ait plus d'importation. Il n'y a que ça aujourd'hui. Et l'alimentation, bien sûr, on a parlé tout à l'heure du maïs, qui fait qu'en fait, ce secteur traite encore quelques problèmes. Mais nous espérons, en fait, en tout cas dans les années à venir, qu'en fait, ils vont pouvoir répondre vraiment aux besoins de la consommation nationale. Et vraiment, ils ont un avenir très, très prometteur. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui le tableau que vous voyez, hein, avec effectivement des productions de mensuelles de poussins qui varient d'un mois à l'autre, qui sont effectivement tributaires des mois, généralement de fêtes où il y a des événements. Parce que quand on voit en fait la production augmenter, c'est parce que tout simplement, pendant cette période-là, il y a eu effectivement des fêtes. Et pendant les périodes de ces fêtes-là, il y a beaucoup de demandes, effectivement, de poussins et de poulet de chair, en fait. Donc, voilà un tout petit peu sur le zoom aviculture. Hein. Donc, ce qu'on pouvait dire, en tout cas, c'est la filière la plus organisée au Sénégal et l'État veut effectivement le prendre comme exemple, le dupliquer dans les autres secteurs d'activité. Yapo. On a une question avant, Malik, si tu veux bien. Une question de Xavier. Y a-t-il des élevages de volailles parentales et d'où sont importés les œufs à couver? Voilà, justement, j'en parlais tout à l'heure. En fait, les œufs à couver sont souvent importés de la France ou de la Hollande. D'accord? Et j'ai connu quelques sociétés bretonnes qui ont effectivement vendu des œufs sur le Sénégal pendant des années. Par exemple, c'est le couloir Saint-François. Le couloir Saint-François a vendu à l'époque beaucoup d'œufs importés sur le Sénégal. Alors, est-ce qu'il y a des parentaux? Oui. La Sédima fait des parentaux aujourd'hui. Il n'y a que la Sédima qui aujourd'hui fait des parentaux, mais n'empêche, il importe une bonne partie de ces OAC aussi en France. En fait. C'est pour vous dire qu'en fait, au niveau des parentaux, il y a vraiment une demande vraiment locale. Et si aujourd'hui, on avait une industrie qui peut le faire sur le Sénégal, ça allait combler un tout petit peu ce gap-là, parce qu'il n'y a que la Sédima aujourd'hui qui fait les parentaux, en fait. Et il n'en fait pas assez, il en fait juste pour sa propre production, ses propres besoins. Et malgré cela, le gap, il l'importe à partir de la France ou de la Hollande, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aviculture, ou on peut revenir aussi sur la filière bovine d'ailleurs et la filière porcine? De rien, Xavier. On est là pour répondre à vos questions. Y a-t-il d'autres questions avant que l'on passe au point suivant? Alors, on enchaîne sur la filière caprine-ovine. Alors, c'est la filière caprine-ovine. Alors, ce qu'on peut dire, on est toujours à une étape encore familiale, hein, où en fait, avec des données qui restent pour nous pas assez conséquentes, parce qu'on a 7 700 000 ovins et 6 499 000 caprins. Pour nous, aujourd'hui, on peut largement dépasser effectivement ce cheptel-là. Donc, on reste toujours à l'état vraiment embryonnaire par rapport à ces secteurs-là. Par contre, aujourd'hui, cet élevage-là attire beaucoup l'attention de beaucoup de Sénégalais. Il y a une race qu'on appelle le Ladoum, qui est une race pur sang, d'accord? Et cette race-là, c'est une race est considérée comme une race noble. En fait, ils font de l'engraissement sur une race génétique, hein, qui peut atteindre des prix énormissimes sur le marché sénégalais. Cet élevage-là, il est beaucoup plus concentré dans les villes. Pourquoi dans les villes? Parce qu'en fait, aujourd'hui, compte tenu de la qualité de la race et compte tenu de son prix, aujourd'hui, les gens n'osent pas trop le faire dans les campagnes pour éviter effectivement certains problèmes sanitaires ou certains problèmes d'insécurité. C'est des races
qui se vendent entre 3 000 et 4 000 euros la tête. On est même allé, on a même eu des lames qui se sont vendues à 25 000 euros. Vous imaginez 25 000 euros en caprin, ben c'est énormissime. Alors, c'est une race vraiment qui est en train de se développer, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans la sous-région. En fait, c'est de l'engraissement, hein, c'est du pur sang, et qui est très, très, très prisé au Sénégal. C'est comme le cheval pur sang, hein, c'est exactement la même chose, hein, qui est prisé par vraiment des professionnels, des amateurs. En fait. Donc, en fait, ce secteur-là aussi est en train vraiment de se moderniser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais, beaucoup de producteurs, hein, d'éleveurs, qui aujourd'hui mettent énormément d'argent pour faire cet élevage-là. Alors, il y a des initiatives aussi que l'État a prises, hein, pour vraiment accompagner la filière en mettant en place le centre d'impulsion et de modernisation des élevages caprins. En fait, l'objectif, c'est effectivement de faire venir des races exotiques et puis de les adapter avec nos races locales. Donc, ce phénomène-là est en train aussi de se mettre en place et de se développer pour effectivement combler le gap de besoins qu'on a en caprin. Parce que pendant la période des fêtes, par exemple la fête de ce qu'on appelle la fête de Tabaski chez nous, ou El Kabir, il y a plus de 300 000 caprins ovins qui nous proviennent des pays limitrophes, en fait, vraiment pour cet événement-là. Donc, le Sénégal, le gouvernement, le ministre de l'élevage, pendant cette période, il voyage au Mali et puis au Niger pour aller vraiment chercher des caprins ou des ovins pour cette fête-là. C'est pour dire qu'en fait, c'est un secteur d'activité qui aujourd'hui a besoin d'être accompagné et a besoin aussi d'être développé. Ce qu'on a remarqué, c'est le secteur est en train effectivement de croître d'année en année. On remarque une croissance de 3% sur ces deux secteurs d'activité, en fait. Merci, Diapo. Alors, pour l'aquaculture, il faut dire qu'en fait, déjà, le Sénégal est très riche, les eaux sénégalaises sont très riches en poissons. Malheureusement, depuis quelques années, se passe une rareté de nos ressources halieutiques par la sous-exploitation effectivement de nos côtes. Et il y a énormément de licences qui sont données à des étrangers et qui viennent pêcher dans nos côtes et qui fait qu'en fait, de plus en plus, voilà, il y a une rarification des poissons au niveau de notre côte. Pour combler à ça, l'État a mis en place l'Agence nationale aquacole pour vraiment s'adonner à corps et âme dans l'élevage aquacole. Ici, vous voyez, on a sur le tableau que vous voyez dessus, on a une année de référence 2012. 2012 a été vraiment l'année où, en fait, l'État s'est engagé pour dire, écoutez, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'adonne à l'aquaculture. Donc, de 2012 jusqu'en 2021 sur le tableau, vous voyez qu'en fait, il y a eu des évolutions au niveau plus ou moins de la production de poissons aquacoles. Donc, en fait, c'est une activité qui intéresse énormément les producteurs aussi, où l'État accompagne techniquement des investisseurs hein, qui veulent effectivement s'adonner à l'élevage en mettant en place tout le dispositif technique pour vraiment développer cette activité. Alors, le problème qu'on a dans ce secteur d'activité-là, c'est l'aliment. L'aliment aquacole pose problème. Aujourd'hui, on a des provendiers qui aujourd'hui font de l'aliment bovin ou avicole, mais qui n'arrivent pas à produire suffisamment ou un aliment de qualité pour l'aquaculture. Donc, en fait, une bonne partie des aliments sont importés et qui aujourd'hui exposent, si vous voulez, le secteur vraiment à des difficultés. Parce qu'on ne peut pas développer un secteur d'activité si on est tributaire effectivement de l'aliment qui nous vient malheureusement de l'étranger. Donc, ce secteur-là souffre de cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises aussi par l'État pour vraiment freiner cette dépendance au niveau plus ou moins de l'aliment. Il y a deux provendiers qui aujourd'hui commencent à
à faire de l'aliment aquacole, mais ce n'est pas de l'aliment encore de qualité. Donc, il n'y a pas toute la qualité qu'il faut pour vraiment répondre aux besoins des producteurs. Il faut juste aussi mentionner qu'en fait, il y a à peu près 2000 tonnes de production aquacole par an, ce qui n'est pas du tout qui est insignifiant hein, par rapport à nos besoins. Et donc, un secteur vraiment à regarder, éventuellement, où en fait, des prémixeurs étrangers peuvent effectivement apporter aussi leur contribution. En fait. Merci, Diapo. Alors, là, on est sur la segmentation qualitative dans l'élevage bio conventionnel. Et puis, alors, dans l'élevage, il faut tout simplement retenir qu'il y a un élevage traditionnel de transhumance où, en fait, on a 1000 têtes qu'on va traîner de pays en pays pour effectivement les nourrir. Et puis, un élevage qui, aujourd'hui, qui est très moderne, qui concerne à peu près 25%, hein, 25% du secteur. Hein, c'est plus par rapport aux besoins du Sénégal. Donc, cet élevage-là, on le retrouve plus autour de Dakar et vraiment au niveau des Niayes et puis au niveau de Saint-Louis. Alors, pourquoi aujourd'hui cet élevage moderne? Parce que tout simplement, le Sénégal importe plus de 63% de lait à l'étranger, en fait, et qui nous coûte énormément d'argent. Alors, l'État a fait le pari de vouloir développer vraiment un élevage moderne en accompagnant les acteurs. Donc, chaque année, l'État achète énormément de bœufs d'Europe qu'ils mettent dans des fermes pour effectivement apprendre aux éleveurs vraiment comment stimuler aujourd'hui les vaches. Parce qu'en fait, le problème de l'élevage qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord le problème de l'aliment, qui fait qu'en fait, les éleveurs sont obligés de suivre le troupeau des kilomètres et des kilomètres pour le trouver effectivement à manger. Or que si en fait on développe aujourd'hui l'élevage industriel avec des fermes conventionnelles, on peut arriver pas à rattraper le gap vraiment de nos besoins en lait, mais au moins de le baisser. Et c'est ça l'objectif de l'État. Donc l'État a mis énormément de projets en place pour accompagner cette stimulation-là des vaches en les croisant avec des Montbéliards ou avec des Holstein pour vraiment augmenter déjà la production laitière. Alors, il y a la production laitière qui est un facteur et aussi, il y a aujourd'hui aussi la conservation de ce lait-là. Malheureusement, puisque en fait, nos vaches pour la plupart du temps sont en divagation, donc du coup, pour pouvoir effectivement récolter, recueillir le lait et effectivement le conserver, le stabiliser pour le transformer, ça pose problème. Il y a des expériences qui ont été mises en place au niveau du Nord pour permettre effectivement à ces producteurs-là de pouvoir conserver le lait et puis éventuellement de le transformer. Donc, on est vraiment sur cette dynamique-là. Et il y a quand même quelques fermes références hein, qui sont là et qui sont effectivement très bien entreprises et qui aujourd'hui commencent réellement à faire du bon lait transformé et que nous retrouvons dans les rayons de chez Auchan et autres. Donc, en fait, c'est une filière qui est aussi en développement, où en fait, il y a énormément de choses aussi à faire. Merci, Diapo. Alors, toujours, comme j'ai eu à le dire, hein, le Sénégal compte un secteur ruminant mixte avec des races locales, puis des races exotiques. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. Donc, les races exotiques, souvent, c'est les races qui nous viennent de la Bretagne et de la Hollande, et qui effectivement peuvent servir à produire que du lait, et puis aussi à faire de l'embauche bovine, en fait. L'embauche bovine n'est pas encore très développée, parce qu'en fait, souvent, notre bétail
qui à 80% est en bétail sur pied, qui nous provient de la plupart des pays étrangers. C'est des bétails qui arrivent et puis qui est tout de suite consommé en fait. Donc, il n'y a pas vraiment une politique d'embauche vraiment au Sénégal pour effectivement permettre à combler ce cap d'importation du bétail. Mais il y a des initiatives qui sont en train d'être prises pour vraiment parer à cette situation-là. Au niveau plus ou moins de la production laitière, j'ai eu à le dire, hein, il y a de plus en plus en fait des investisseurs privés qui s'adonnent à cette activité-là. Mais on revient toujours au problème de l'alimentation. Parce que moi, avec l'expérience que j'ai dans les fermes, en général, la personne qui s'occupe vraiment de l'alimentation du bétail, en général, il est vétérinaire. Et en fait, quand vous allez dans les pays développés comme en France, vous verrez qu'en fait, souvent, c'est un nutritionniste en fait, qui vraiment s'occupe de l'alimentation du bétail. Ici, en général, c'est des vétérinaires. Donc, en fait, c'est ce qui explique souvent dans l'alimentation animale qu'on a des baisses souvent de productivité, en fait. Parce que soit les mélanges ne sont pas faits comme il se doit, et en fait, on se rend compte que soit son vache est en train sa production est en train de diminuer, comme aussi on le remarque d'ailleurs dans le secteur de la volaille, au niveau de la ponte. Parce qu'en fait, quand l'aliment n'est pas un aliment de qualité, forcément, ça se répercute dans la production. Et donc, en fait, c'est des secteurs qui ont besoin, effectivement, de ressources humaines qualifiées, vraiment bien formées pour pouvoir booster l'activité. Et l'État a pris des dispositions pour accompagner ces éleveurs-là, vraiment à passer du traditionnel vers vraiment un élevage moderne, avec d'abord nos vaches locales, mais inséminées ou en fait mixées avec des races exotiques, en fait. Yapo. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la diapo suivante, peut-être? Toujours pas de questions. Donc, je te propose de continuer, Malik, s'il te plaît. Bon, merci beaucoup. Alors, on arrive aux homologations, en fait, certification et réglementation au niveau plus ou moins du secteur, que ce soit du secteur de l'élevage agricole. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'État sénégalais a mis une législation en place, d'ailleurs, comme dans tous les pays. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas de la semence de pommes de terre, dont on sait est un importateur de semences de pommes de terre, hein. Donc, en fait, il y a une réglementation qui a été mise en place pour effectivement permettre aux sociétés de pouvoir effectivement vendre au Sénégal. Donc, entre autres, il y a une demande de permis d'importation, hein, par exemple, pour tout ce qui est végétal. Cette demande-là doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire, d'accord, pour qu'effectivement le produit puisse rentrer au Sénégal. Alors, au niveau du secteur de l'élevage, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce qu'avec tous les vaccins, avant d'être importés au Sénégal, doivent être fait l'objet d'une demande d'enregistrement au niveau de l'UEMOA. Et c'est vraiment un dossier technique à mettre en place et puis accompagner effectivement accompagner le paiement sur tout ce qui en fait, sur toutes les demandes de vaccins à être homologués. C'est une procédure qui prend énormément de temps et qui décourage même certains fabricants de vaccins ou de médicaments vétérinaires. Pour la simple raison, il y a beaucoup de paperasserie et puis c'est les allers et les retours entre notre pays d'origine et éventuellement l'UEMOA, je veux dire la Burkina Faso, et qui fait qu'aujourd'hui, sur le marché en tout cas des vaccins et des médicaments, on retrouve plus des fermes françaises qui, naturellement, c'est les premiers partenaires du Sénégal, que par exemple, les autres pays. Aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de sociétés indiennes ou américaines qui, aujourd'hui, vendent les vaccins sur le Sénégal. Ceci est dû vraiment aux lourdeurs administratives par rapport, effectivement, à l'inscription de ces vaccins-là au niveau du UEMOA. Et puis aussi, il y a le prix, parce qu'en fait, pour juste inscrire un vaccin, ben, on demande 3 000 €. Imaginez-vous sur le même vaccin, vous avez des déclinaisons, c'est 3 000 € fois X, quoi. Donc, pour le fabricant, c'est un coût, et puis du temps, et
puis une lourdeur administrative, en fait. Donc, c'est ces deux points-là que je voulais vraiment souligner là. Donc, il faut tout juste comprendre qu'effectivement, il y a une législation. Aujourd'hui, si vous voulez vendre sur le Sénégal, que ce soit des vaccins ou des semences ou d'autres produits, il y a une législation qui est mise en place pour vraiment permettre effectivement à ces vaccins-là de rentrer dans le pays. Tu peux aider, toi, Malik, en tant qu'intermédiaire, un prestataire BCI, tu peux aider à faciliter ces démarches-là. Alors, peut-être pas à réduire les coûts ni les délais, mais ça fait partie des services que tu peux proposer aux entreprises. Oui, on l'a déjà fait. Hein, on l'a déjà fait. Je parlais tout à l'heure, je disais qu'en fait, M. Ngag est déjà importateur de compétiteurs hein, de la Bretagne. Donc, lui, en fait, effectivement, pour pouvoir importer ses semences, il demande à l'entreprise ces documents-là. Mais nous, on nous le faisons aussi en interne, en fait. Donc, ces démarches-là, nous, on est en lien avec l'administration pour pouvoir effectivement faire ces démarches-là. On l'a déjà fait aussi. Donc, on peut aider vraiment à répondre à ces questions-là. Y a-t-il des questions? Alors, je vais ouvrir le micro de Gwenaëlle qui a une question, visiblement. Gwenaëlle, c'est bon, normalement, votre micro est ouvert. Vous pouvez l'activer. Est-ce que c'est bon pour vous? À moins que ce soit une erreur de votre part, vous avez levé la main pour activer votre micro. Bon, écoutez, Malik, je te propose de passer à la diapo suivante et puis on reviendra sur la question. Je donnerai la parole à Gwenaëlle après lorsque son micro sera réouvert si elle souhaite prendre la parole. On passe au point suivant, si tu veux bien. Ouais, les opportunités pour les produits français. Bon, déjà, la France est le premier partenaire européen du Sénégal. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, les produits français se sont bien imposés sur le marché sénégalais. Et vraiment, et puis très, très prisés sur le marché sénégalais. Pourquoi? À un moment, c'est vrai qu'en fait, les gens évoquaient le prix. C'est vrai, avec l'arrivée des autres pays, les Indiens, les Chinois et puis éventuellement les pays maghrébins, il y a eu une concurrence. Et donc, à un moment, quelques produits français ont eu effectivement à avoir du mal à se développer sur le marché. Mais on s'est rendu compte, au bout de 3-4 ans, les gens se sont rendus compte qu'en fait, les produits des concurrents n'étaient pas des produits de qualité. Donc, ils étaient obligés de revenir sur les produits français. Alors, souvent, je dis, ces messages-là, hein, le chef d'entreprise sénégalais me dit, mais écoutez, moi, aujourd'hui, je suis plus à l'aise à échanger avec un Français ou à faire des affaires avec un Français parce que culturellement, on est très proches et puis on parle la même langue que de le faire avec un Chinois. Alors, après aussi, on a tous les délais de livraison. Aujourd'hui, nous, on est Sénégal est à 5h30 de l'Europe en général. Donc, en termes de délai, on est sur un timing qui nous permet effectivement, avec la France, de vraiment de faire des affaires, en fait. Donc, c'est pour dire qu'en fait, pour vraiment schématiser, que le Sénégal a le plus gros part de marché, en tout cas au Sénégal, en fait. Et je pense même dans tous les pays francophones. Malgré aujourd'hui la concurrence agressive qu'il y a au niveau plus ou moins de nos pays. Parce que comme je l'ai dit tout tantôt, nous avons effectivement une concurrence chinoise qui est très, 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 très féroce, une concurrence turque, une concurrence marocaine. Mais malgré cela, les produits quand même français restent toujours de très bons produits et très bien appréciés par les entreprises sénégalaises. Après, effectivement, il faut accompagner tout ça par vraiment une bonne connaissance des produits et puis éventuellement la formation surtout, parce que aussi sur beaucoup de produits utilisés, si en fait les gens ne sont pas fermés sur l'utilisation, souvent ça pose problème. Mais c'est pour dire, pour juste schématiser, hein, que vraiment la France est vraiment le premier du Sénégal en termes d'opportunités d'affaires. En fait.
D'accord. Alors, les recommandations stratégiques. On va parler un tout petit peu des produits, comment effectivement maîtriser l'environnement des affaires au Sénégal et dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, le constat fait qu'en fait, quand une société étrangère veut importer au Sénégal, souvent, son produit arrive très, très, très cher chez nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a des coûts de douane excessifs. Et qui fait que le produit, à la fin, s'il coûtait 10 €, va devenir peut-être à 15 ou 20 € à l'arrivée. Et qui fait qu'en fait, cette situation ne favorise pas certains produits étrangers parce que tout simplement, quand tu prends le coût de production, ramené effectivement au coût additionnel, il arrive hyper cher et, au Sénégal et ne peut pas passer en termes effectivement de prix chez les acheteurs. Donc, du coup, il y a des règles, il y a cet aspect douanier à prendre en compte dans les exportations. Il faut vraiment le maîtriser. Et puis, éventuellement, si vous voulez vraiment faire des affaires aussi au Sénégal, il faut identifier le bon partenaire. Souvent, c'est le plus problématique. Parce qu'en fait, on est encore dans des pays où en fait, on est dominé par le secteur informel à 70%, où les gens ne sont pas forcément très informels, qui fait que pour identifier le bon partenaire, c'est un peu difficile. Vous allez rencontrer quelqu'un qui effectivement a un besoin par rapport à votre produit, qui a l'argent pour effectivement faire la transaction, mais malheureusement, au niveau administratif, il n'est pas formel et qui pose souvent des problèmes et pour le fournisseur et éventuellement même pour l'administration sénégalaise en fait. Et c'est des choses à prendre en compte. Alors, au-delà de ça, effectivement, il faut respecter les règles de l'export, ça c'est clair. Comment identifier le bon partenaire? Aujourd'hui, c'est le partenaire, on peut utiliser plusieurs canaux pour vraiment l'identifier à travers nos chambres de commerce, à travers effectivement l'APIX, qui est l'Agence nationale des investissements, à travers effectivement des partenaires comme nous qui sont sur place, parce que tout simplement, on est du pays et puis on comprend effectivement, on maîtrise l'environnement économique du pays et qui nous permet effectivement, si un fournisseur est en contact avec un client, s'il passe par nos canaux, on peut lui identifier le partenaire pour voir s'il est solvable, s'il est crédible, s'il peut effectivement développer votre activité. Et parce qu'en fait, puisqu'en fait, le secteur est tellement informel, c'est très, très compliqué pour un étranger aujourd'hui d'arriver sur nos marchés et puis de travailler tranquillement parce que tout simplement, il y a un flou qui est là malheureusement et qui fait que ça ne développe pas trop les affaires. Alors, ceci étant dit, il y a par contre effectivement des sociétés qui sont hyper formelles, qui travaillent, qui ont bien intégré les règles de l'export et qui ont pignon sur rue et qui travaillent très très bien. Après, il y a un autre aspect qu'il faut aussi prendre en compte, c'est les paiements. En général, pour la plupart de beaucoup d'entreprises sénégalaises, africaines, hein, quand ils ont un fournisseur, la première question, c'est le prix qu'ils posent. Deuxième chose, c'est les règlements. Alors, souvent, ils peuvent demander aux fournisseurs effectivement un acompte de 30%. Et puis, les 70% à des délais de 30 à 60 jours. Et malheureusement, sur ce cas de figure, si la société n'a pas les garanties qu'il faut, malheureusement, si effectivement vous le faites, vous risquez de ne pas forcément recouvrir vos 70%. Ça, c'est des choses à intégrer. Alors, nous, qu'est-ce qu'on conseille aux entreprises en général qui viennent sur nos marchés? On les conseille pour un premier contact avec leurs clients, de demander un paiement à 100%, ou bien de demander un paiement
30% à la commande, 60% par exemple sur remise documentaire. Tu vois, ça permet au moins de sécuriser le paiement. Parce qu'en fait, nous, en tout cas, personnellement, on a eu au niveau du cabinet énormément de dossiers de paiement. On a eu à gérer parce que tout simplement, l'entreprise a contracté une dette de 3 à 5 ans avec une entreprise française ou une entreprise X et qui ne parvenait pas à payer. Et puis, on a hérité du dossier pour le faire. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de perte d'argent. Donc, en fait, nous conseillons aux entreprises vraiment de maîtriser d'abord les coûts douaniers, parce qu'en fait, il y a des taxes locales et tout, et puis de sécuriser vraiment leur paiement. Le paiement reste vraiment le problème fondamental dans les pays africains. C'est vrai, toutes les entreprises ne sont pas pareilles, mais pour la plupart, quand même, il y a pas mal de contentieux au niveau des paiements. C'est beau. Merci Malik. On va attaquer la dernière diapo. Il nous reste 5 petites minutes. Là. D'accord. Comment intégrer le marché, les opportunités, les obstacles et puis les us et coutumes, enfin. Alors, le Sénégal a des atouts. Le Sénégal a énormément d'atouts comparé aux autres pays de l'Afrique ou de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi on a des atouts? Parce qu'en fait, géographiquement, on est très, très, très bien situé. On est très bien situé par rapport au reste du monde, en fait. Je disais tantôt que le Sénégal est à 5h30 de vol de l'Europe. On a aujourd'hui on peut s'y rendre en bateau, par l'océan, voilà. Donc, on a des voies de communication qui nous permettent d'être très accessibles. Deuxième atout, c'est un pays stable politiquement. Un pays stable vraiment avec une bonne démocratie en marche, en fait. Nous avons eu 3 alternances et vraiment, c'est des alternances qui se sont passées dans de très bonnes conditions. Donc, troisièmement, on a aujourd'hui, on utilise le franc CFA. Le franc CFA est adossé à l'euro, en fait. Donc, c'est adossé à l'euro, c'est pour dire qu'en fait, la monnaie est stable, il y a son choix, en fait. Donc, l'État a mis en place pour vraiment bien valoriser tout cela. Il a mis en place une agence de promotion des investissements au Sénégal. Cette agence a pour objectif vraiment d'accompagner les investisseurs qui veulent travailler sur le Sénégal. Il a mis en place des zones économiques spécialisées avec vraiment des avantages fiscaux qui permettent à toute entreprise ou industrielle qui veut venir au Sénégal de pouvoir s'installer dans de très bonnes conditions. Par exemple, si vous prenez la zone de Sangara, c'est la zone économique spéciale de Sangara, il y a un dispositif qui a été pris avec un guichet unique où, en fait, l'investisseur est accompagné de A à Z avec un seul guichet, en fait. La création de sa structure peut se faire en 24 heures sans la présence des actionnaires. Il suffit tout simplement qu'on envoie les statuts et puis les gens les signent, leur envoient. Au Sénégal, tu peux arriver le même jour, créer ta boîte le même jour, ouvrir ton compte bancaire le même jour et commencer à travailler. Donc, l'État a pris ce dispositif-là pour vraiment permettre aux chefs d'entreprise de gagner du temps. Et ça, c'est fondamental. Alors, le seul hic qu'on a aujourd'hui, c'est un peu le coût de l'électricité qui fait qu'aujourd'hui, nos industries ne parviennent pas à être très, très compétitives parce qu'on a quand même un coût d'électricité un peu plus élevé. Mais ils sont en train de regarder ça pour vraiment rendre le pays attractif en baissant effectivement le prix du kilowattheure aujourd'hui au Sénégal. Donc, après, comme j'ai dit, on a beaucoup de dispositifs qui permettent aujourd'hui aux entreprises de pouvoir venir au Sénégal, de pouvoir s'installer, de pouvoir effectivement travailler, de pouvoir recruter parce qu'on a les écoles de formation qu'il faut, on a les ressources humaines qu'il faut vraiment pour pouvoir accompagner toute entreprise qui veut vraiment s'installer. Alors, je dirais même, on n'est pas très loin de ce qui se fait en France en termes effectivement de législation, parce qu'en fait, c'est du copier-coller. Aujourd'hui, par exemple, sur la création d'entreprises, on vous demande la même chose qu'en France. Donc, en fait, par exemple, un Français qui va investir au Sénégal n'est pas perdu, parce que tout simplement, tout est pratiquement fait comme en France, en fait.
part quelques virgules et quelques paragraphes qui sautent. Mais sinon, c'est un pays stable, c'est un pays où en fait font les affaires, c'est un pays où en fait dans tous les secteurs d'activité, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, les secteurs les plus promoteurs, c'est l'agriculture, l'élevage, dans la construction, la pêche et le tourisme. L'État a pris des initiatives pour vraiment accompagner l'industrialisation du pays. Donc, vraiment, dans tous les secteurs d'activité, il y a vraiment des choses à faire. J'invite vraiment aux entreprises qui n'ont jamais fait l'export, en tout cas au Sénégal ou en Afrique, de regarder d'abord, s'ils veulent venir au Sénégal, de regarder d'abord le Sénégal. Parce que le dispositif qu'il y a ici, on peut le trouver à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est quand même unique pour vraiment les investisseurs, en fait. Merci beaucoup, Malik. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on clôture ce webinaire? Il est l'heure de terminer. Et peut-être donner la parole à tonton Chat. Alors, je ne vois pas de questions arriver. Monsieur Gann, vous allez peut-être avoir un petit mot de conclusion si vous le souhaitez. Oui, c'est vous remercier de m'avoir un peu associé à cet exercice. Je vous en prie, merci à vous de vous être rendu disponible pour nous ce matin. Voilà, donc je disais que merci beaucoup en tout cas de m'avoir associé à cet atelier. C'est très important et je pense qu'il y a eu une bonne présentation de Malik. Donc voilà, Oui. moi je reste ouvert à éventuellement pour accompagner aussi des entreprises qui veulent se lancer avec Malik pour le marché sénégalais, comme il a dit, très, très ouvert et assez important, en tout cas pour les entreprises françaises. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. On reste en contact de toute façon avec vous. Isabelle, votre chargée d'affaires est à votre disposition pour plus d'infos. Si vous souhaitez aller plus en profondeur sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à contacter Isabelle. Vous avez ses coordonnées à la fin de cette présentation. Je vous ai mis également évidemment les coordonnées de Malik, qui lui aussi est à votre disposition pour vous aider. C'est très facile d'organiser des visios en B2B avec Malik et Isabelle, donc n'hésitez pas à en faire la demande. Vous étiez 3 lors de l'inscription à avoir demandé des rendez-vous B2B avec Malik. Donc Isabelle va revenir vers vous pour convenir de créneaux horaires et de jours où vous serez disponibles, donc tous ensemble, vous, Isabelle et Malik. Si vous, après ce webinaire, vous avez besoin de rendez-vous, enfin, outre ces 3 entreprises qui en avaient fait la demande lors de leur inscription, n'hésitez pas à le demander encore une fois et à envoyer un petit mail ou à contacter Isabelle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence ce matin. Vous êtes fidèles à ces rendez-vous des Mardis de la Grille. Le prochain rendez-vous, c'est le 17 mai et on vous parlera de la Malaisie. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire, bien évidemment. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Merci encore Malik, merci Monsieur Gann, merci Isabelle. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci à toi, Karen. Merci tout le monde. Merci aux participants. Au revoir. Au revoir.